comment. Est-ce que c'est bon, vous voyez bien le petit rond là qui dit que c'est enregistré? Oui, oui, parfait. Alors, je vais voir. Pardon, je réponds juste à un message pour savoir si tout se passe bien dans les deux. Du coup, avant de commencer, je vais juste me présenter vite fait. Moi, je suis Alexia Mancis, je suis en troisième année de médecine et c'est moi je suis une des VP PEDA LAS du TAM. Et si vous avez été là mercredi, c'est moi qui vous ai fait le cours sur la physiologie respiratoire. Du coup, avant de commencer, j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez, enfin, votre vision globale sur l'examen blanc, si vous l'avez fait. Est-ce que vous avez trouvé ça dur? Est-ce que vous avez des remarques à faire avant de commencer? Comme ça, je vois globalement à peu près comment vous avez ressenti l'examen blanc. Pas obligé de me faire une grande phrase, mais juste vous me dites si vous avez trouvé ça dur, si ça allait pour une première fois. Ok, merci. Bah, pour les questions que vous avez trouvées dures, vous me le dites. Et j'essaierai de bien les expliquer. C'est pas moi qui fais toutes les questions, donc il y a des questions où peut-être que ça va être un peu trop spécifique pour moi vu que c'est pas moi qui les ai fait. Mais s'il y a des questions que j'arrive pas à répondre, je regarderai sur la diaporama que vous avez, enfin sur le diaporama que vous avez eu lors de la pré-rentrée, comme ça au moins je dirai pas de bêtises. Mais voilà, quoi qu'il arrive, si vous avez trouvé ça super dur et que vous n'avez pas réussi à répondre aux questions, que vous avez répondu au pif, c'est pas grave, c'est l'examen je préfère, avant de commencer, je le dis, c'est l'examen de la pré-rentrée. On a tous des pas très bonnes notes pour le premier examen de la pré-rentrée, surtout que vous avez des LAS 1, donc vous venez pas de passe, alors que les LAS 2, il y en a qui viennent de LAS 2 passe, pardon. Donc vous n'avez jamais vraiment eu ce format QCM et avec... c'est un format quand même assez compliqué, on ne se rend pas compte, on se dit oui, des QCM c'est simple, mais au final, c'est assez compliqué. Mais du coup, ouais, c'est pas grave si vous n'avez pas une très bonne note. Le classement, d'ailleurs, on va le sortir d'ici la fin de la semaine prochaine. Mais voilà, quoi, c'est pas très grave. C'est justement là pour vous apprendre. Si vous n'avez pas appris les cours de la pré-entrée, c'est pas grave. Enfin, le concours, c'est en avril. Vous avez largement le temps. Les notes de la pré-entrée, ça ne veut rien dire du tout sur votre niveau que vous allez avoir durant l'année, vraiment. Eh ben, dans ce cas-là, Clara, tu me diras si tu te souviens, c'est desquels. Mais c'est normal que vous ne vous souvenez pas de tout. Enfin, je ne sais pas si vous avez appris les cours de la pré-rentrée, mais si vous n'avez pas appris, c'est pas grave non plus. C'est vraiment pour vous introduire au truc. S'il y a des questions que vous avez trouvé très compliquées ou vous ne saviez pas de quoi parler, c'est normal. C'est la première introduction au cours. On ne peut pas connaître tous les détails du cours. Et c'est aussi, je le précise, c'est aussi la première fois que les tuteurs font les QCM de l'année, ils n'ont pas fait au pass. Enfin, il y a des tuteurs qui ont déjà fait des QCM parce qui sont en troisième année, mais il y en a, c'est des deuxième année, donc c'est leur premier entraînement aussi. Donc ils ont pas forcément, savaient pas trop forcément comment faire. On a essayé quand il y avait des items vraiment durs de les changer parce qu'il y en avait des trucs, c'était assez compliqué pour un premier truc, on ne veut pas vous faire peur. Et voilà. Et comme pour nous, s'il y a des erreurs dans la correction ou dans le sujet, s'il vous plaît, soyez gentils avec nous parce que nous, en tout cas le pôle LAS, c'est la première fois qu'on fait des QCM. Donc, c'était assez compliqué à gérer en même temps l'après-entrée. D'ailleurs, on est désolé pour tous les problèmes qu'il y a eu de lien. Mais vu que c'est la première fois, on a essayé de faire au mieux. Du coup, maintenant que j'ai mis ça enfin, que j'ai dit ça, on va pouvoir commencer. Je vais essayer de faire un truc un peu interactif. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et je vais essayer enfin, on va lire les questions ensemble. Je vais vous demander, vous auriez mis quoi assez rapidement. Je ne vais pas vous laisser une minute ou quoi, je vous laisse 10 secondes pour répondre. De toute façon, on vous a envoyé ce que vous avez écrit pour enfin, votre formulaire, quoi. Donc, si vous voulez regarder vite fait. Et j'essaierai de faire les corrections assez rapidement parce que je ne sais pas du tout comment ça va durer 40 questions. Et puis, s'il reste un peu de temps à la fin, que ce n'est pas trop tard, moi, je viens de l'AS 1. Donc, déjà, si vous avez des questions sur le cours, vous pouvez me demander. Et en plus de ça, je pourrai répondre à des questions plus globales sur la LAS. Du coup, premier item sur l'anatomie, les bases anatomiques. Petit a. Enfin A. L'organe est une unité morphologique, structurale et fonctionnelle du corps. Le plan frontal est un plan antéro-postérieur divisant le corps en deux parties,
antérieure et postérieure. Le rachis cervical est composé de 7 vertèbres. La deuxième se nomme axis. Le diaphragme est un muscle important de l'inspiration. Il est concave vers le bas. Le pelvis est séparé de l'abdomen par une limite virtuelle. Alors vous auriez mis quoi? Enfin, vous avez mis quoi? Si vous n'avez pas envie de répondre, on passe directement à la correction. Mais CE, ok. DE. BCE. Ok, parfait. Bon, déjà, il y a une réponse qui est sûre, c'est la E. Enfin, dans ce que vous avez dit, hein. Je n'ai pas la correction en tête. Ok, BC, on va aller voir ça tout de suite. Pour la correction numéro 1, c'était bien C et E. Alors, il faut faire attention parce que c'est assez fourbe les QCM. Il faut vraiment lire chaque mot. Par exemple, là, en soi, c'était pas l'organe, mais c'était la cellule. La cellule est une unité morphologique, structurelle et fonctionnelle du corps. C'est pas un organe. Pour le numéro B, le plan frontal, c'est bien un plan antéro-postérieur, divisant le corps en deux, mais c'est une partie supérieure. Ah non, oui, c'est ça. Il divise bien une partie antérieure et supérieure, mais du coup, il n'est pas antéro-supérieur. Voilà, c'est ça. C'est bien un plan antéro-supérieur, mais il ne divise pas le corps en une partie antérieure et postérieure. C'est le plan sagittal. Le C, c'est vrai, à savoir, le rachis cervical, c'est 7 vertèbres. La deuxième, d'ailleurs, elle se nomme axis. La première, c'est atlas. Le diaphragme est un muscle important de l'inspiration. Il est concave vers le bas. C'est bien un muscle important de l'inspiration, mais il est convexe vers le bas. Ça, c'est le genre de mot, vous allez voir, c'est assez compliqué. Mais voilà, c'est relou d'apprendre ça, mais il faut le savoir parce que ça tombe au concours. Et la E était vraie, le pelvis est séparé de l'abdomen par une limite virtuelle. Est-ce que vous avez une question par rapport à ce QCM ou on peut passer au deuxième? S'il n'y a pas de réponse, pour moi, je veux dire, je passe au deuxième. Non, parfait. QCM numéro 2. Et vous me dites si je vais trop vite, hein. Vers le bas, ça veut dire qu'on regarde de haut en bas. Pour concave vers le bas. C'est pour le concave vers le bas, tu veux dire? Oui. Alors, je ne peux pas vraiment te montrer, mais parce que j'ai pas de... je ne peux pas dessiner, mais je vais te montrer ce que ça veut dire concave vers le bas. Concave vers le bas, PS. On va mettre convexe. Je ne sais pas si on va trouver des trucs, mais on va voir. Est-ce qu'on voit... Je ne comprends pas, le diaphragme est concave vers le bas, non. Alors, si tu veux, on va aller tout simplement voir ce qu'il y a écrit dans le cours pour voir si c'était bien ça. Normalement, c'est moi qui l'ai vérifié, c'était bien convexe vers le bas. Alors, c'est la première fois que je fais une correction en vidéo, donc désolée si c'est un peu à la wall again. Tu vois, non, il y a écrit convexe vers le bas, donc c'est bien convexe vers le bas. Alors, il y a une erreur, non? En tout cas, ici, il y a écrit convexe vers le bas. Donc, Ou est-ce qu'en fait, quand tu dis vers le bas, tu regardes de haut en bas, donc il est bien convexe. Voilà, en fait, là, vous pouvez voir convexe. S'il aurait été concave vers le bas, ça aurait été comme ça. Alors que là, il est convexe vers le bas. Vous avez compris? Ou pas trop? Du coup, on va passer au QCM numéro 2, s'il n'y a pas d'autres questions. L'os coxal est un os pair et asymétrique. Désolée. L'os coxal est un os pair et asymétrique constituant la ceinture pelvienne, pardon.
Le muscle solaire s'insère sur la face postérieure du tibia. La patella est entièrement contenue dans un puissant appareil ligamentaire. La malléole fibulaire descend plus bas que la malléole tibiale et le talus est l'os du talon. Vous auriez... Et quand on regarde d'en bas, ça fait un peu... Oui, mais on regarde du coup... On regarde pas normalement, en fait, tu regardes quand c'était devant toi, tu regardes si ça va, que ça fait comme ça ou c'est comme ça. Le clavier est bien complet. Bah attendez, vous savez quoi, je le note. Et si l'item, parce que c'est bizarre, il y a écrit convexe vers le bas, je le note. Et si c'est bien concave vers le bas, on annulera l'item. Creux égale concave. Alors, du coup, vous aviez mis quoi? Déjà B, ABD, ABD. Alors, c'était bien ABD du coup. L'os coxal, c'est bien os pair et asymétrique qui constitue la ceinture pelvienne. Ça aussi, il faut apprendre les os pairs, des os asymétriques parce que souvent, c'est des pièges. Hein. Le muscle R s'insère sur la face postérieure du tibia, c'est vrai. La patella est entièrement contenue dans un puissant appareil ligamentaire. C'est faux parce que sa face postérieure, elle n'est pas contenue dans un appareil ligamentaire. La malléole fibulaire descend plus bas que la malléole tibiale, c'est vrai, il faut le savoir. Et l'os du talon, le talus et l'os du talon, c'est faux, même si on pourrait croire c'est le calcanéus qui est l'os du talon. C'est ça qui touche le sol, c'est pas le talus, c'est le calcanéus. Parce que il est symétrique, c'est écrit dans le cours. Attendez, je vais voir encore. Ah, mais c'est pas ce cours. Pareil. On va aller voir, mais il me semble que oui, c'est bien asymétrique. Hein. Je sais pas si cette diapo-là... Ouais, c'est bien un os asymétrique. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans le cours, mais si vous voulez, je revérifierai encore. Mais tu parles de quel cours, Clara? Le même. Ah, mais c'est pas possible parce qu'on n'a pas changé. Tu veux dire la diapositive? J'ai dû la télécharger avant. Ouais, mais c'est pas possible parce qu'on l'a pas changé depuis. C'est bizarre. Parce que dès que le cours est fini, enfin dès que le cours on l'avait fini. Oui, oui, non, mais je te crois, mais c'est bizarre qu'il y ait écrit asymétrique alors que. Enfin, comme. Moi aussi, c'est dans mon cours. Ouais, c'est trop bizarre. Attendez, je vais aller voir. À moins que quelqu'un ait changé, mais je vois pas pourquoi il aurait changé juste enfin, ce truc-là. Bah, si il y a écrit bien, c'est bizarre cette histoire. S'il y a bien écrit symétrique, on va annuler le. Bon, du coup, l'os il est asymétrique, mais c'est pas ça.
moi, il est asymétrique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, c'est la diapo 38. Ben là, sur celui qui est écrit asymétrique. Bon, c'est bizarre. Je vous avoue, je ne comprends pas trop, mais écoutez, je vais en discuter avec mes co-VP. On va voir de ce qu'il en est. Hein. Mais c'est vraiment bizarre cette histoire. C'est pas grave. Bon, ben, on va passer à l'item numéro 3. Je suis désolée, mais j'avoue que là, je ne sais pas trop quoi vous dire parce que c'est vraiment bizarre cette histoire. La tête fémorale représente les 2/3 d'une sphère de 30 mm de rayon. Il est concave, pardon, il faut bien lire à chaque fois l'entête concernant les items suivants à propos du fémur. Donc on parle bien que du fémur. Il est concave en arrière, le col anatomique est oblique en haut, en avant et en bas et en dedans. Le condyle latéral est plus long et moins large que le condyle médial. Sur le bord postérieur de la diaphyse, on retrouve la ligne ape qui se trifurque à son extrémité proximale et se bifurque à son extrémité distale. Ok, C, B, E. On va voir la correction. C'était B, C, E. Donc ici, la tutrice a été un peu fourbe. Elle a inversé le rayon de la tête humorale. Le rayon de la tête fémorale, c'est 30 mm. Alors que la tête humorale, c'est 25... Pardon, le rayon de la tête fémorale, c'est 25 mm. Et là, il y a écrit le rayon de la tête humérale, donc de l'humérus. Donc, le fémur est bien concave en arrière. Le col anatomique est oblique en haut, en avant et en dedans, c'est vrai. Le condyle latéral est plus long et moins large que le condyle médial, c'est l'inverse. C'est le condyle médial qui est plus long et moins large que le condyle latéral, et le E, c'est vrai. Sur le bord postérieur de la diaphyse, on trouve la ligne ape qui se trifurque à son extrémité proximale et se bifurque à son extrémité distale. On passe à l'item numéro 4. Pas de questions sur celui-ci? Ok, l'item numéro 4. On lit toujours l'entête, c'est bon, il n'y a pas de restriction au niveau de la consigne, on peut y aller. La clavicule possède une courbure médiale concave en avant et une courbure latérale convexe en avant. Les fractures de la scapula sont rares car cet os est protégé par des muscles. La scapula possède 3 angles. L'humérus est l'os unique de l'avant-bras et l'humérus s'articule avec 3 autres os. ABCE, CE, AE, ABC. On va voir ça. C'était BCE. Je vais juste faire ça avant que j'oublie. Alors du coup, la clavicule possède une courbure médiale concave en avant et une courbure latérale convexe en avant. C'est l'inverse. C'est concave, une courbure médiale concave et une courbure médiale convexe, c'est dur à dire, et une courbure latérale concave. La B est vrai, les fractures de la scapula sont rares, car cet os est protégé par les muscles. La scapula, c'est l'omoplate, si vous ne saviez pas. Moi, je ne savais pas avant d'entrer. Je ne savais pas que c'était le mot. Du coup, la scapula, elle possède 3 angles, un latéral, un supérieur et un inférieur. L'humérus est l'os unique de l'avant-bras. Non, ce n'est pas l'os de l'avant-bras, c'est l'os du bras, pas de l'avant-bras. L'avant-bras, c'est le radius et l'ulna. Et l'humérus s'articule avec 3 autres os, c'est vrai. Du coup, il s'articule avec le radius, l'ulna et la scapula. Et la clavicule, pardon. Attendez, je dis pas de bêtises. Je sais pas si j'ai des bêtises. Mais bref, voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions sur cet item-ci? Non, c'est bon. Concernant les items suivants, indiquez là où les réponses exactes, c'est bon, on n'a rien. La clavicule, un repère anatomo-clinique, est orientée en haut, en dehors et en arrière. L'épine scapulaire divise la face dorsale de la scapula en quart supérieur et 3 quarts inférieur. La tubérosité deltoïdienne se situe entre la face antéromédiale de la diaphyse humérale, sur la face, Le radius est un os de l'avant-bras plus long que l'ulna. L'épiphyse proximale de l'ulna est composée du processus thyroïde qui est en dedans de la tête humérale. Alors,
Vous avez dit quoi? BC, ABD, ABD, ABD. Ok, donc il y a des réponses qui ressortent souvent. C'est AB. La clavicule, c'est un repère anatomique qui est bien orienté en haut, en dehors et en arrière. Je vais vous prendre un stylo. Comme ça, je vous montre. Pour les trucs comme pour quand il écrit orienté en haut, en dehors, en arrière, prenez toujours un stylo parce que je trouve que c'est plus simple à visualiser. En gros, en haut, ça veut dire que il est légèrement incliné vers le haut. En dehors, ça veut dire qu'il va vers le dehors du corps et pas comme ça. Enfin, ça, c'est la proximale, ça, c'est la distale. Et en arrière, c'est que légèrement, ça va légèrement en arrière, c'est pas droit. Du coup, voilà. Et franchement, regardez avec les stylos à chaque fois, je trouve que c'est vachement plus parlant qu'apprendre, ok, ça c'est en haut, en arrière, je sais pas. Si vous prenez avec un stylo, au moins vous êtes sûr de capter. En plus, vous avez des stylos pour. Enfin, vous avez le droit à un stylo quoi, pour le concours, donc vous pouvez toujours vous repérer à vos stylos. Quoi. La B est vraie, l'épine scapulaire, elle se divise sur la face dorsale de la scapula en quart supérieur et tiers inférieur. Et après, toutes les autres, elles sont fausses. Pour la C, la tubérosité deltoïdienne s'insère sur la face antérolatérale et pas sur la face antéromédiale. Le radius est un os de l'avant-bras plus long que l'ulna. C'est bien un os de l'avant-bras, mais il est plus court que l'ulna, qui le dépasse en haut. Et l'épiphyse proximale de l'ulna est composé du processus styloïde qui est en dedans de la tête ulnaire. Attention à bien lire ici, la phrase aurait été vraie pour l'épiphyse distale, rappelle la tête de l'ulna est en bas. Du coup, voilà, c'est pas l'épiphyse proximale, c'est l'épiphyse distale parce que c'est inversé pour l'ulna, l'épiphyse proximale elle est là et l'épiphyse distale elle est ici. Alors normalement c'est l'inverse. Est-ce que c'est bon pour cet item-ci? Oui, parfait. L'item numéro 6, toujours on regarde l'entête, il n'y a rien. Les pédoncules cérébelleux sont situés sur la face ventrale du mésencéphale. L'aqueduc du mésencéphale permet une communication entre le troisième et le quatrième ventricule. La formation réticulée s'étend sur toute la longueur du tronc cérébral. Le gyrus postcentral est responsable de la sensibilité consciente. Le liquide cérébrospinal est produit par les plexus choréides et est résorbé par des granulations de Pacchioni. D, pardon. Donc le D, on va voir si c'est juste. Et c'était BCDE. Les pédoncules cérébelleux sont situés sur la face ventrale du mésencéphale. C'est les pédoncules cérébraux. Bon, là, c'était fourbe, je l'avoue. Mais voilà, il faut bien lire à chaque fois. Genre, attardez-vous sur bien lire les items parce que des fois, il y a des mots. Enfin, là c'est pas le cas, mais par exemple, ils adorent changer acide nucléotide et nucléoside. Ah, ça, ils kiffent. Donc, c'est vraiment, lisez, mais presque à la lettre près pour être sûr que c'est les bons mots parce qu'ils kiffent changer vraiment une lettre. Et quand il y a des mots comme ça qui se ressemblent vachement, il faut faire super gaffe. Du coup, après, tous les autres étaient vrais. L'aqueduc du mésencéphale permet une communication de troisième et quatrième ventricule. La formation réticulée s'étend sur toute la longueur du tronc cérébral. Le gyrus postfrontalaire est bien responsable de la sensibilité consciente. Ça, c'est à savoir plus. Et le liquide cérébrospinal est produit par les plexus choroïdes et résorbé par les granulations de Pacchioni. L'item numéro 7. Concernant les items suivants, c'est bon, pas d'item restrictif. Le lobe antérieur du cervelet permet le contrôle du mouvement volontaire. Le vermis est la structure médiane du cervelet. L'hypothalamus est une structure appartenant au télencéphale. La dure mère possède deux extensions, le faux et la tente du cervelet. La dure mère s'étend jusqu'à L2. Qu'est-ce que vous avez mis pour celui-ci? Ok, B, C, D. On va voir. C'était BD. Du coup, le lobe antérieur du cervelet ne permet pas le contrôle du mouvement volontaire, il permet le contrôle du tonus de la posture. Il me semble que c'est le lobe postérieur pour le contrôle du mouvement et le lobe, l'autre lobe dont j'ai oublié le nom, ou peut-être, je ne sais plus. Bref, c'est pas le lobe antérieur, c'est
le tonus de la posture. Le vermis est la structure médiane du cervelet, c'est vrai. L'hypothalamus est une structure appartenant au télencéphale, c'est faux, c'est le diencéphale et pas le télencéphale. La dure mère possède deux extensions, la faux et la tente du cervelet, c'est vrai. Et la dure mère s'étend jusqu'à S2 et pas L2. Par contre, c'est la moelle qui se termine en L2. Est-ce que c'est bon? Ok, item numéro 8. Toujours l'entête, c'est bon, il n'y a rien. Le cerveau comprend trois parties, l'encéphale, le tronc cérébral et le cervelet. La résorption du liquide céphalorachidien se fait par les granulations arachnoïdiennes. Il y a 13 paires de nerfs spinaux, il y a 12 paires de nerfs crâniens. Les paires de nerfs 1, 2 et 8 sont exclusivement sensitifs. Donc, BDE, BE, AD, BD. On va voir ça tout de suite. C'était bien BDE. L'encéphale, il comprend trois parties, le cerveau, le tronc cérébral et le cervelet, et ce n'est pas l'encéphale. Du coup, la B était vraie. La résorption du liquide céphalorachidien se fait par des granulations arachnoïdiennes. Je précise, liquide céphalorachidien et liquide cérébrospinal, c'est la même chose. Il y a 13 paires de nerfs spinaux, c'est faux. Il y en a 31 et pas 13. Attention à ceux ayant une mémoire visuelle. Et il y a 12 paires de nerfs crâniens, c'est vrai. Et les paires de nerfs 1, 2 et 8 sont exclusivement sensitifs. C'est vrai aussi. Item numéro 9. Concernant les items suivants sur l'appareil d'énervation, indiquez là où la réponse exacte. Encore une fois, quand on voit qu'il y a quelque chose en plus, on regarde bien si on parle que de l'appareil de l'énervation. Le SNC est divisé en deux parties, le système nerveux cérébrospinal et le système nerveux végétatif. Le SNC a une organisation caudale crânienne allongée. Dans le canal vertébral, la moelle allongée est protégée par les méninges, la dure mère, l'arachnoïde et la pimère. La moelle épinière présente trois renflements, un cervical, un thoracique et un cérébral. Et le système nerveux régule l'équilibre du milieu intérieur et il est opposé au système cérébrospinal qui régule la vie en relation. Alors, AC, E, je sais pas où c'était, AC, OK, B, BC. C'était, A, C et E. Donc, le SNC, il est bien divisé en deux parties. Le système le système nerveux cérébrospinal et le système nerveux végétatif. Le B est faux, parce que c'est l'orientation qui est pas bonne, c'est crânio-caudal et pas caudal crânial. Le C, c'est vrai, dans le canal vertébral, la moelle allongée est protégée par les méninges, la dure mère, l'arachnoïde et la pimère. Le D est faux, la moelle épinière présente trois renflements, c'est pas vrai, elle en présente que deux, le cervical, c'est le plexus brachial, et un lombaire, c'est le plexus lombosacré. Et le E était bien vrai, le système nerveux, ça régule l'équilibre du milieu intérieur, et le système cérébrospinal, il équilibre la vie en relation. Moi, j'ai une question en fait. Oui, vas-y. Sur le système nerveux régule le milieu intérieur. En fait, c'est le système nerveux végétatif. C'est pas moi qui ai fait l'item, je t'avoue. D'accord, parce que le système Mais c'est vrai que oui, c'est. Ouais, le système cérébrospinal, il fait bien partie du système nerveux aussi, en Ouais. fait. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je Voilà. vais le noter. Ok, Merci beaucoup. de rien. Tu sais, le numéro 9. Le QCM numéro 10, du coup, concernant les items, on passe aux glucides maintenant. On a fini avec la partie anatomie et on va passer maintenant à la partie biochimie. Concernant les items sur le glucide, alors, les osides sont des monomères sucrés non hydrolysables. L'aminolectine est un polymère ramifié de glucose, contrairement à l'amylose qui est linéaire. Le glycogène se localise principalement dans le foie et les muscles des mammifères. Les glucides possèdent un triple rôle, un rôle métabolique, structural et un rôle d'épuration. Un excès de bilirubine conjugué constitue un risque de neurotoxicité.
Ah bah là, ça a l'air assez unanime, BCD. Et c'était bien BCD. Du coup, les osides, c'est des polymères sucrés hydrolysables, pas non hydrolysables, contrairement aux oses, qui eux sont des monomères non hydrolysables. Donc là, le tuteur a un peu tout inversé. C'était des polymères hydrolysables. Et pas ça. S'ils avaient été oses, ça aurait été bon. Donc l'amylolactine, c'est bien un polymère ramifié du glucose, contrairement à l'amylose qui est linéaire. Le glycogène se localise principalement dans le foie et les muscles des mammifères, c'est vrai. Les glucides possèdent un triple rôle, un rôle métabolique, structural et d'épuration, c'est vrai. Et l'excès de biline non conjugué qui représente un risque de neurotoxicité et pas un excès de bilirubine conjugué. Est-ce que c'est bon pour cet item-ci? Enfin, pour ce QCM, pardon. Le glycogène se trouve dans quel autre organe? Globalement, c'est le foie et les muscles. Il n'y a pas beaucoup de... c'est le principalement. Mais en fait, c'est que les autres... je comprends, mais c'est juste que les autres... Enfin, là, là, franchement, je ne pourrais pas te dire... Peut-être qu'il y en a un peu dans le rein, mais c'est tellement minoritaire que s'il y avait écrit, par contre, le glycogène se localise que dans le foie et les muscles, ça aurait été faux, parce qu'il y en a d'autres dans d'autres endroits, mais globalement, dans la grande majorité, c'est le foie et les muscles, et les autres, c'est accessoire. Donc, c'est pas à savoir. Mais bon, il faut quand même savoir que c'est pas que dans le foie et les muscles. Au niveau de la 11, du coup, on est toujours sur les glucides. Certains glucides peuvent être absorbés par l'organisme sous forme de polymères. L'amylase salivaire et pancréatique. L'amylase salivaire sont les responsables de l'hydrolyse de l'amidon en maltose. Le cellulose est assimilé par l'organisme lors de la digestion grâce au bêta-1,4 glycosidase, aussi appelé cellulase de l'équipement enzymatique humain. C'est grâce au transporteur GLUT2 que les monomères sucrés passent au niveau du pôle basal des entérocytes dans les veines portes à destination du foie. Et le caractère hydrophobe des glucides explique leur difficulté à traverser la barrière entérocytaire. Ok, on va voir. C'était B et D. Oui, c'est bien ça, Donc, certains glucides peuvent être absorbés par l'organisme sous forme de polymères. Non, ils sont exclusivement, à savoir, absorbés sous forme de monomères. C'est pour ça qu'il y a plein d'enzymes différentes pour au final que ça soit des monomères, quoi, genre que glucose, que fructose, que galactose et pas, par exemple, saccharose, quoi. B, du coup, l'amylase salivaire et pancréatique sont les responsables de l'hydrolyse de l'amidon en maltose. C'est des liaisons, enfin, ça hydrolyse les liaisons alpha-1,4 de l'amidon pour former le maltose, comme c'est écrit ici. La C est faux parce que la cellulose n'est pas assimilable par l'organisme humain. Nous, on peut pas la dégrader, donc c'est automatiquement faux. La D est vraie, c'est bien le GLUT2. C'est grâce au GLUT2 que les monomères sucrés ils passent au niveau du pôle basal des entérocytes dans la veine porte à destination du foie. Et le E était faux parce que c'est le caractère hydrophile des glucides dû à leur polyhydroxylation, comme c'est écrit ici, qui complique leur passage à travers la barrière lipidique des entérocytes. Voilà. Pour cet item-ci, toujours sur les glucides. Est-ce que c'est bon? On peut passer au suivant? Parfait. La forme générique des sucres, c'est CnH2ON. Les glucides sont non essentiels à la vie. Les isomères sont deux molécules avec une formule brute différente, des structures et configurations similaires. Le glucose et le galactose sont des épimères. Et l'amidon représente un polymère d'ose constituant l'élément de réserve chez les mammifères. Ok, déjà la A, c'est unanime. Et vous aviez raison. C'est à connaître plus. La formule, c'est ça, c'est NH2O. N. Ensuite, le D, évidemment, les glucides, c'est essentiel à la vie. Ça permet la production d'énergie. Donc, évidemment, celui-ci est faux. Est-ce qu'il y en a qui avaient mis vrai?
Les isomères sont deux molécules avec une formule brute différente, avec des structures et configurations similaires. C'est l'inverse, c'est des structures similaires, mais formules brutes différentes. Pardon, des formules brutes, c'est les mêmes formules brutes, mais structures différentes. Le glucose et le galactose sont des épimères. C'est vrai, ils ont la même formule brute, mais un carbone qui diffère. Et le dernier était faux. L'amidon représente un polymère d'ose constituant l'élément de réserve chez les mammifères. Tout est juste, sauf que c'est l'élément de réserve chez les végétaux. Chez les mammifères, c'est le glycogène. Voilà, c'est à savoir glycogène. Globalement, c'est nous l'amidon, c'est pas trop notre kiff quoi au corps. Est-ce que c'est bon? C'est seulement... Ah là, c'est AD. Ah oui, pardon, je vais remettre la correction. Mais non, oui, c'est bien AD. On peut le voir ici. Le D, c'est le carbone qui diffère. Donc, c'est la définition d'un épimère. La QCM numéro 13, concernant les items suivants sur les glucides, encore sur les glucides, dis donc. En période post-prandiale, on a une diminution de la glycémie. Le poids moléculaire du glucose est de 100 g par mol. La glycolyse aboutit à la formation de lactate. L'hormone hyperglycémante est l'insuline. Le transporteur GLUT4 est le transporteur majoritaire dans le tissu adipeux et les muscles. Ok. Donc déjà, il y a une réponse qui ressort, c'est la E. On va voir si c'est juste. La E était fausse. Attends, oh, mais je me suis trompée, mince. Attendez. Oui, pardon. Oui, la E était bien vraie. Pardon, c'est moi. J'avais pas suivi, j'avais pas mis la diapo d'après. Du coup, en période post-prandiale, on a une diminution de la glycémie, c'est faux. Post-prandiale, ça veut dire après le repas. Donc, logiquement, après le repas, on a mangé tous les sucres. Ils arrivent dans le corps, ils sont assimilés. Du coup, glycémie, elle augmente de fou. Le poids moléculaire du glucose est 100 g par mol. C'est une valeur à connaître, c'est vrai, car très utile pour convertir les unités de concentration de la glycémie en grammes par litre et en millimol par litre. Pardon. La glycolyse aboutit à la formation de lactate. Non, elle aboutit à la formation de pyruvate. Par contre, le pyruvate, après, lui, il peut se transformer en lactate. Mais la glycolyse en elle-même, elle s'arrête au pyruvate. Oui, voilà, c'est au pyruvate. L'hormone hyperglycémiante et l'insuline, faux, c'est la seule hormone hypoglycémiante. Dites-vous que l'insuline, elle agit après le repas. Et après le repas, on a besoin de quoi? De diminuer la glycémie, parce que vu qu'on a mangé, eh ben, la glycémie, elle a augmenté. Alors que par contre, c'est pas l'item ici, mais il n'y a qu'une seule hormone hypoglycémiante de tout l'organisme, c'est l'insuline. Par contre, il y a plusieurs hormones hyperglycémiantes. C'est très important de savoir parce que ça peut tomber aussi. Dont par exemple le glucagon, qui est une hormone hyperglycémiante, mais il y a aussi la noradrénaline, par exemple. Et le E, pardon, c'était vrai, le transporteur GLUT4 est le transport majoritaire dans le tissu adipeux et le muscle. C'était vrai. C'est écrit texto dans le cours. Vous allez dire qu'il a écrit la même chose. Maintenant, on passe aux lipides. On change un peu. Les lipides sont solubles dans les solvants apolaires. Dans le tableau de Mendeleïev, l'électronégativité augmente de bas en haut et de gauche à droite. Un acide gras est une longue chaîne carbonée linéaire. La présence des doubles liaisons d'un acide gras polyinsaturé se fait au niveau d'un organisme intracellulaire. Le réticulum endoplasmique rugueux, et la formule générale d'un acide gras est CH3, CH2N, CHO. Ok. Au niveau de vos réponses, on va voir ça de suite. Du coup, c'était ABE. Les lipides sont solubles dans les solvants apolaires, c'est vrai, et ils sont... ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a... ils sont... mince. Ils sont insolubles dans les solvants polaires. Normalement, c'est bien ça. On va aller vérifier ça tout de suite. Dans le tableau de Mendeleïev, l'électronégativité augmente de bas en haut et de gauche à droite. Ça, c'est à savoir. Dites-vous que le fluor, c'est l'élément le plus Si vous avez un truc à savoir sur l'électronégativité qui vous permet de comprendre, le fluor, c'est l'élément le plus électronégatif de tout le tableau. Du coup, le fluor, c'est tout en haut. Du coup, ça augmente de haut et de bas en haut et de gauche à droite.
Alors, voilà, c'est non soluble dans des solvants polaires, mais soluble dans des solvants apolaires. Du coup, c'est bien juste. Donc, fallait bien voir s'il y avait bien écrit la même chose. Un acide gras est une longue chaîne carbonée linéaire. Non, elle n'est pas linéaire, elle n'a pas de ramification, mais elle n'est pas linéaire parce qu'il y a un angle de 111 degrés. Pardon. Du coup, ce n'est pas linéaire. La présence des doubles lésions d'un acide gras polyinsaturé se fait au niveau d'un organisme intracellulaire, le réticulum endoplasmique rigueux. C'est le réticulum endoplasmique lisse. C'est simple, le moyen mémotechnique pour savoir ça, lipide lisse. Il y a un LO2, donc quand vous voyez lipide et on parle de réticulum endoplasmique, c'est obligé que ce soit le réticulum endoplasmique lisse, parce que lipide et lisse. Moi, c'est comme ça que je me rappelais. Je pensais, oui, c'est vrai que, mais non, ouais, pour le coup, ça voulait dire linéaire. Mais oui, c'est non ramifié, mais c'est pas en mode une formule toute droite parce qu'il y a un angle de 111 degrés. Et c'est bizarre comme ça, je vous l'accorde, mais dans le cours, le professeur, ou la professeure, elle dit ça, que c'est pas linéaire parce que c'est un angle de 111 degrés. C'est pour ça qu'on vous l'a dit. La présence des doubles lésions, oui, c'est bon, du coup, on l'a vu, lipides REL. Et la formule générale d'un acide gras H3CH2, NCOH, c'est vrai aussi, il faut savoir, comme pour la formule du glucose, c'est acomètre. L'item numéro 15. Concernant les lipides encore, là où les réponses exactes, c'est bon. Chez les animaux, on peut retrouver la désaturase delta 12 et delta 15. Un acide gras à chaîne courte comprend 12 carbones. La métabolisation des acides gras trans est beaucoup plus lente car structurellement, la forme est plus droite, donc plus solide. Les oméga 3 sont considérés comme bons pour la santé avec des propriétés anti-inflammatoires et un acide gras est dit essentiel lorsque l'organisme n'est pas capable de le synthétiser. CE, DE, ok. BCDE. On va voir ça. C'était presque ça, c'était CDE. Du coup, c'est les désaturases delta 9, 6, 5 et 4 qui sont retrouvées chez les animaux. Ça, c'est les désaturases chez les végétaux. Un acide gras à chaîne courte comprend moins de 12 carbones. Non, c'est moins de 10 carbones. Mais par contre, un acide gras à chaîne moyenne, c'est entre 12 et 20 carbones. Donc, c'était la petite subtilité. Le métabolisme des acides gras trans est beaucoup plus lent car structurellement, la forme est plus droite, donc plus solide, c'est vrai. Les oméga 3, c'est considéré comme avec des propriétés anti-inflammatoires, c'est vrai. Un acide gras est dit essentiel lorsque l'organisme n'est pas capable de le synthétiser, c'est vrai aussi. Et d'ailleurs, tout ce qui est dit essentiel, ça veut juste dire que c'est pas capable d'être synthétisé. Donc, ça vaut aussi pour les acides aminés essentiels. Ça veut dire que c'est pas capable de les synthétiser, enfin, l'organisme n'est pas capable de les synthétiser. Et donc, ça veut dire qu'on doit les avoir par l'apport alimentaire globalement. Question numéro 16. Concernant les lipides encore, réponse exacte. Je le redis à chaque fois, mais parce que des fois, on se fait... c'est bête de perdre des points sur ça. Du coup, dans la nomenclature de base, dans l'ordre de la formation du nom du lipide, on a des données qui portent sur la conformation, la position des doubles lésions, le nombre de carbone et les doubles lésions. La présence des doubles lésions permet d'absorber la lumière UV ou visible. Les lipides sont liposolubles, donc hydrophobes. Plus l'acide gras est long, plus son point de fusion sera bas. La partie hydrophobe d'un lipide est en contact avec le solvant hydrophile et la partie hydrophile se cache à l'intérieur de la formation micellaire. BC, BC, ABC, c'est bon. Attention pour l'item numéro A. En soi, l'item est vrai, mais il manque quelque chose. Et là, vu que vous avez les 2 points, c'est ce qu'on appelle un item restrictif. Donc, ça veut dire que c'est comme s'il y avait écrit que la formation, la position des doubles lésions, le nombre de carbone et les doubles lésions, sachant qu'il manque la numérotation. Donc, quand il y a des doubles, il y a des 2 points, quand il y a des que, ça veut dire item restrictif. Il faut qu'il y ait vraiment noté tout, sinon ça ne compte pas. Pourquoi la question d'avant, le trans, c'est pas moins droit plutôt? En tout cas, c'est ce qu'il y a écrit dans le cours, c'est que c'est plus droit, donc plus solide. En fait, en gros, la position trans, tu as, du coup, ça fait comme ça. Et vu que les deux, au niveau de l'électronégativité, genre, enfin, pas de l'électronégativité, enfin bref, au niveau des, comment on dit? En gros, là, les 2 molécules qui sont là comparées aux 2,6, elles se repoussent.
Et ça, c'est beaucoup plus stable que les deux molécules qui sont en haut parce qu'elles sont trop proches l'une de l'autre et du coup, ça fait beaucoup d'interactions et ils n'aiment pas trop. Et du coup, c'est beaucoup plus... Enfin, la molécule, elle aime beaucoup... Elle préfère changer. Alors que quand c'est comme ça, les molécules, elles kiffent parce que elles sont loin l'une de l'autre. Du coup, elles n'ont pas franchement d'interaction au niveau des électrons et tout. Du coup, c'est pour ça que c'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus solide. Et donc, on dit que c'est plus droit, quoi. Mais ça n'a rien à voir avec le fait que ça soit droit comme ça. Est-ce que t'as compris? Ouais. Est-ce que j'ai... Oui, voilà. Du coup, pour item, là, vous avez des deux petits points. Item restrictif, il faut bien regarder s'il y a tout. Du coup, c'était faux parce qu'il manquait la numérotation. La présence de double lésion permet d'absorber la lumière UVI visible. C'est vrai, mais ça concerne que, bien sûr, les acides gras polyinsaturés. Et donc, il faut qu'il y ait au moins une double liaison. Les lipides sont liposolubles, donc hydrophobes. C'est vrai aussi. Ça aussi, il faut faire gaffe. Liposoluble, hydrophobe. Ainsi, avec écrit liposoluble et donc hydrophile, ça aurait été faux, évidemment. Moi, des fois c'est facile de s'embrouiller, mais des fois, j'ai des bugs. Je sais plus, genre hydrophobe, ça veut dire quoi et franchement, je pense à homophobe et je me dis, les homophobes, ils n'aiment pas les personnes de la communauté LGBTQ+. Du coup, ça me permet de dire, ok, ça veut dire qu'ils n'aiment pas l'eau. Et par liposoluble, ça veut dire qu'ils kiffent les lipides, logiquement. Et du coup, les lipides, ils n'aiment pas l'eau. L'eau et l'huile, ça fait jamais bon ménage, comme on dit. L'acide gras, plus l'acide gras est long, plus son point de fusion sera bas. C'est l'inverse. Plus l'acide gras est long, plus son point de fusion sera haut. Donc, plus l'acide gras est long, plus il faudra que la température augmente pour qu'il puisse être fusionné, et c'est logique. Et d'ailleurs, non, c'est bon. Et la partie hydrophobe d'un lipide est en contact avec le solvant hydrophile et la partie hydrophile se cache à l'intérieur de la formation micellaire. C'est l'inverse. Voilà, quand je vous disais qu'il faut bien faire gaffe, il faut bien faire gaffe. Dites-vous, là on dit la partie hydrophobe d'un lipide est en contact avec le solvant hydrophile. Hydrophile et hydrophobe, ça fait jamais bon ménage. Donc la partie hydrophobe, elle est avec la partie hydrophobe, donc à l'intérieur. Parce que le micelle, c'est fait pour protéger ce qui est hydrophobe. Et ce qui est hydrophile, il est à l'extérieur. Est-ce que c'est bon pour cet item? Pour ceux qui savent. Oui, parfait. Vous me dites si je vais trop vite ou si vous voulez des explications en plus. Hein. Quand vous avez des QCM, vous avez eu des doutes, vous me le dites. Hein. Il n'y a pas de souci. Je ferai plus lentement. Donc, toujours concernant les lipides, réponse exacte, on peut y aller. Le rôle des lipides est structurel, énergétique et fonctionnel. Le tissu adipeux brun possède davantage de triglycérides que de tissu adipeux blanc. Le surfactant pulmonaire est composé à 90% de lipides. Le kilomicron représente la lipoprotéine la plus grosse et la plus dense. Les apoprotéines se trouvent à la surface des lipides. Donc ACE, A, ok, on va voir ça. C'était ACE, vous aviez raison. Les rôles des lipides, il faut savoir, c'est structurel, énergétique et fonctionnel. Encore une fois, deux petits points, donc restrictifs, on voit qu'il y a tout, c'est bon. Le tissu adipeux possède davantage de triglycérides que le tissu adipeux blanc. Non, c'est le tissu adipeux qui en possède plus. Et le tissu adipeux brun, il possède beaucoup de mitochondries. Le surfactant pulmonaire est composé à 90% de lipides, c'est vrai. Les kilomicrons représentent la lipoprotéine la plus grosse et la plus dense. C'est faux, c'est bien la plus grosse, mais c'est la moins dense. C'est simple, la plus dense, c'est HDL, ça veut dire High Density Lipoprotein. High Density, ça veut dire la plus haute densité. Mais par contre, LDL, ça veut pas dire que ça veut dire Low Density Lipoprotein, mais ça veut pas dire que c'est la moins dense. Les apoprotéines se trouvent à la surface des lipides, c'est vrai aussi. Concernant les items suivants, et aussi on voit bien, on passe à la biologie cellulaire. Du coup, le cycle cellulaire permet le maintien de l'intégrité de l'organisme chez les êtres multicellulaires. La phase G1 est la seule dont la durée peut varier. Elle conditionne donc la durée totale du cycle. Dans la phase G2, les éventuelles erreurs peuvent être réparées. Lors de la mitose, l'enveloppe nucléaire disparaît au cours de la métaphase et la nécrose se produit lors d'une agression mécanique ou toxique et entraîne une réaction inflammatoire. A, B, C, D, E, ok, il y en a quelqu'un qui dit banco, B, C, A, C, E, A, B, D, E. C'était A, B, E.
Du coup, le cycle cellulaire permet bien le maintien de l'intégrité de l'organisme chez les êtres humains. La phase G1, c'est bien la seule phase qui peut varier et elle conditionne donc la durée totale du cycle parce que les autres, elles ne varient pas. Dans la phase G2, les éventuelles erreurs peuvent être réparées. Non, c'est dans la phase S que les erreurs peuvent être réparées, pas dans la phase G2. Après, la phase S, c'est bon, on ne peut plus changer. Et lors de la mitose, l'enveloppe nucléaire disparaît au cours de la métaphase. Non, 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 c'est lors de la pro-métaphase et pas la métaphase. Et la nécrose se produit lors d'une agression mécanique ou toxique et entraîne une réaction inflammatoire. C'est vrai, nécrose, c'est toujours réaction inflammatoire, alors que apoptose, ce n'est pas une réaction inflammatoire, c'est une réaction physiologique de l'organisme. Il n'y a pas, le système inflammatoire n'entre pas dedans. QCM numéro 19. La membrane plasmique est une enveloppe discontinue. Les sucres sont toujours sur le versant intracellulaire de la membrane plasmique. Les protéines représentent 50% du poids sec de la membrane plasmique. Le transport passif ne nécessite aucune énergie et le transport via des endosomes revêtus de molécules de cavéoline est un phénomène d'exocytose. Ok, le C a l'air de revenir souvent. Eh bien, c'était CD. La membrane plasmique est une enveloppe discontinue. Non, c'est une enveloppe continue, mais asymétrique. Petite nuance. Les sucres sont toujours sur le versant intracellulaire de la membrane plasmique. Non, c'est sur le versant extracellulaire. Jamais intracellulaire, les sucres. Et ça, c'est il me semble que ça, c'est tombé à l'année de mon concours. Les protéines représentent 50% du poids sec de la membrane plasmique, c'est vrai. Le transport passif ne nécessite aucune énergie. Oui, c'est passif. YOLO, il a besoin de rien. Le transport via les endosomes revêtus de molécules de cavéoline est un phénomène d'exocytose. Non, c'est un phénomène d'endocytose. Donc, endocytose, ça veut dire que ça rentre dans la cellule. Et pas exocytose, ça sort. Concernant les items suivants, c'est bon pour l'item numéro 19? Oui, parfait. Donc, du coup, on passe au 20. Toujours, réponse exacte, c'est bon, on peut y aller. L'augmentation de la quantité de cholestérol augmente la fluidité de la membrane plasmique. Les lipides peuvent réaliser 3 mouvements: diffusion latérale, rotation et flip-flop. Les SAM sont des molécules d'adhérence à la matrice extracellulaire ou à la laine basale. Les intégrines possèdent 2 sous-unités dont l'une contient des ponts disulfures. Et les jonctions communicantes sont des jonctions à espace intercellulaire étroit. Ok, au niveau de vos réponses, on va voir ça tout de suite. C'était BCDE. Le cholestérol, ça augmente la rigidité de la membrane plasmique et pas la fluidité. Du coup, elle est moins fluide. Et après, tout le reste, c'était les lipides, 3 mouvements, la diffusion latérale, rotation et flip-flop, alors que les protéines n'ont pas de flip-flop. Les SAM sont des molécules d'adhérence à la matrice extracellulaire ou à la lame basale, c'est vrai. Les intégrines possèdent 2 sous-unités dont l'une contient des ponts disulfures, c'est vrai aussi. Ça, j'avais vérifié, ce n'était pas noté en tant que tel dans le cours, enfin dans le diapositive, pardon, mais par contre, il y avait un schéma où on voyait bien qu'il y avait c'était écrit qu'il y avait des ponts disulfures sur les intégrines. Du coup, il faut bien apprendre les schémas. Pour l'instant, il n'y a aucun schéma qui est jamais tombé au concours, mais on ne sait jamais. Peut-être que cette année, ça peut tomber. Donc voilà, apprenez quand même bien les schémas. Pareil, en anatomie, il n'y a jamais eu de schéma qui sont tombés, c'est toujours des phrases. C'est pour ça qu'on ne met pas de schéma. Mais c'est toujours possible que ça tombe en fait d'une année ou l'autre. Et les jonctions communicantes sont des jonctions à espace intercellulaire étroit. C'était pareil, c'était écrit sur un des schémas. Question numéro 21. Toujours réponse exacte, pas d'ystème restrictif, c'est bon. Le cytoplasme équivaut au cytosol sans les organismes cellulaires. Le cytosol assure 4 grands rôles: le métabolisme du glucose, le métabolisme lipidique, la synthèse et modification des protéines et la dégradation des protéines. Le cytosol est un lieu de stockage des lipides. La modification traductionnelle des protéines est indispensable au fonctionnement biologique. C'est pas ouf. Au fonctionnement biologique réversible possible plusieurs fois sur une même protéine, et la dégradation des protéines s'appelle protéolysase. Alors,
il y avait juste la C qui était vraie. Les autres, ah non, je suis allée trop loin. Oui, c'est bon. Il y avait juste, même si des fois il y a écrit indiquer là où les réponses exactes, c'est possible qu'il n'y ait qu'une réponse, on ne peut pas savoir. Par contre, des fois, il y a juste écrit indiquer la réponse exacte. Du coup, dans ce cas-là, vous savez qu'il n'y en avait qu'une à cocher. Du coup, le cytoplasme n'équivaut pas au cytosol sans les organismes, c'est l'inverse. C'est le cytosol qui est égal au cytoplasme sans les organismes. Le cytosol assure 4 grands rôles. C'est 5 grands rôles. Il manque la défense immunitaire. Il ne faut pas l'oublier. Souvent, il y a des défenses immunitaires. Je le mets en gras comme ça. Vous aurez dessus. Le cytosol est un lieu de stockage des lipides. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas le seul, mais c'est possible. La modification traductionnelle des protéines est indispensable au fonctionnement biologique réversible possible plusieurs fois sur une même protéine. Sur des modifications post-traductionnelles. Enfin, c'est la modification post-traductionnelle et pas la modification traductionnelle. C'était fourbe, mais ça montre, c'est pour vous entraîner en fait à bien tout lire, tous les items en entier, parce que vous savez, pour un post, ça devient faux. Et la dégradation des protéines s'appelle protéolysase. Ça n'existe pas ce mot, c'est la protéolyse, tout simplement. Quand il y a lyse à la fin, c'est dans glycolyse, lipolyse, c'est la dégradation de l'élément en question. QCM numéro 22. Concernant les items suivants, indiquez là où les réponses exactes, c'est bon. Les protéines ne doivent pas nécessairement être polyubiquitinylées pour rentrer dans le protéasome. Les protéines chaperon peuvent avoir une action dans les mitochondries. Pour les protéines G trimériques, l'échange GDP, GTP est contrôlé par les protéines GEF. L'ubiquitinylation se déroule dans les cytosols et les protéines chaperon fixent uniquement l'ADP. Ok, niveau des réponses, on va voir ça. J'allais un peu loin, c'était B et D, du coup. Les protéines ne doivent pas nécessairement être polyubiquitinylées si c'est obligé. Elles doivent être obligatoirement polyubiquitinylées pour rentrer dans le protéasome, sinon on ne le rentre pas. Les protéines chaperon peuvent avoir une action dans les mitochondries, c'est vrai. Pour les protéines G trimériques, l'échange en GDP-GTP, il se fait par les récepteurs, enfin les RCPG, alors que pour les GEF, en fait, c'est pour les protéines monomériques et pas trimériques. Donc, petite subtilité, l'ubiquitinylation se déroule dans le cytosol, c'est vrai, et les protéines chaperon fixent uniquement l'ADP. Non, ils fixent aussi l'ATP. Encore une fois, uniquement item restrictif, on regarde toujours. Ok. Concernant les items suivants, indiquez là où les réponses exactes. Les mitochondries possèdent une double membrane d'enveloppe. Les mitochondries possèdent leur propre génome. Les mitochondries sont présentes chez tous les êtres vivants. L'espace intermembranaire de la mitochondrie est un lieu de stockage des protons H+. Les peroxysomes ont uniquement un rôle dans la production de H2O2. Ok, ABD, ABDE, AB, ABD, ok. C'était bien ABD. Donc les mitochondries possèdent bien une double membrane d'enveloppe, à savoir la membrane extérieure et la membrane externe et externe. Les mitochondries possèdent leur propre génome, c'est vrai aussi, qui code pour 13 protéines mitochondriales. Il faut bien le savoir, ça, c'était pas écrit dans le cours, du coup, on l'a pas mis, mais ils ont aussi leur propre ADN. L'ADN mitochondrial qu'on appelle ADMT. On ne l'a pas mis dans la diapositive, mais vous verrez dans le cours quand ça sortira. Et les mitochondries sont présentes chez tous les êtres vivants, évidemment que non. Les mitochondries, c'est que chez les eucaryotes et pas chez les prokaryotes. L'espace intermembranaire de la mitochondrie est un lieu de stockage des protons H+, c'est vrai. Et les peroxysomes, ils ont aussi un rôle dans la dégradation de H2O2. Donc c'est production et dégradation de H2O2. Encore une fois, uniquement item restrictif. Il faut être sûr qu'il y ait tout à l'intérieur. Concernant les items suivants sur le réticulum endoplasmique, indiquez là où les réponses exactes. Donc, le RE, réticulum endoplasmique granuleux, et le RE lisse se diffèrent par la présence ou non de ribosomes associés à la face luminale du réticulum endoplasmique. L'une des principales fonctions du RE est la dégradation totale de matériel cellulaire. Le peptide signal est reconnu par la SRP afin d'être transloqué dans le RE.
Les protéines mal configurées s'accumulent dans le RE avant d'être dégradées par le protéasome. Le RE est un site de stockage du calcium et peut, en fonction des besoins de la cellule, en libérer dans le cytosol via des pompes CA2+, ATPase. Ok. Globalement, c'est pareil. Du coup, la question 24, c'était que C et D. C'est fourbe, comme je vous l'ai dit, il faut bien tout lire. Pour le A, ce n'était pas la face luminale, mais c'était la face cytosolique, qui en soi, l'item est juste, mais il y a ça qui est faux. C'était la face cytosolique. Dites-vous, la face luminale, c'est à l'intérieur, alors que quand vous voyez un réticulum endoplasmique granuleux, vous voyez que c'est sur l'extérieur où il y a toutes les petites granules, tous les petits ribosomes là, et alors que dans le lisse, c'est lisse tout simplement. Et c'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur. On voit la différence. L'une des principales fonctions du RE est la dégradation totale de matériel cellulaire. Non, c'est pas la fonction du réticulum endoplasmique, c'était une des fonctions du ribosome. Le peptide signal est reconnu par la SRP afin d'être transloqué dans le RE, c'est vrai. Les protéines mal configurées s'accumulent dans le RE avant d'être dégradées par le protéasome, c'est vrai. Et le RE est un site de stockage du calcium et peut, en fonction des besoins de la cellule, en libérer dans le cytosol via des pompes CA2+, ATPase. C'était fourbe aussi, ce n'était pas les pompes CA2+, ATPase, c'était les pompes IP3 dépendantes. Les pompes CA2+, ATPase, c'est pour faire entrer du calcium dans le réticulum endoplasmique. Alors que là, pour en libérer, c'est les pompes IP3. Est-ce que c'est bon pour vous? On va dire que c'est bon pour vous. Merci. Concernant les items sur l'appareil de Golgi. Donc là, on parle que de l'appareil de Golgi, indiquez là où les réponses exactes. L'appareil de Golgi est constitué d'un ensemble de sacculés de vésicules aplaties organisés en piles d'assiettes. Une des modifications post-traductionnelles des protéines effectuées dans le Golgi est la euglycosylation. Toutes les protéases du Golgi fonctionnent à pH neutre car les pH ne varient pas entre les différentes saccules du Golgi. Le matériel transporté à partir du Golgi ne peut aller que vers la membrane plasmique et les endosomes permettent le transport de molécules depuis le milieu extracellulaire vers l'intérieur de la cellule, donc le milieu intracellulaire. Pour la question numéro 25, vous avez mis quoi? AB, ABE, ok. On va voir ça tout de suite. C'était bien AB. Bravo. Donc le Golgi, c'est bien constitué d'un ensemble de saccules et de vésicules aplaties organisées en piles d'assiettes. Moi, la pile d'assiette, je n'ai jamais vraiment vu, mais écoutez, ils aiment bien dire ça. Une des modifications post-traductionnelles dans le Golgi, c'est bien la euglycosylation. Et je ne sais pas si c'était écrit dans la diapositive, mais dans le RE, une des modifications post-traductionnelles, c'est la N-glycosylation. Donc Golgi, euglycosylation, RE, N-glycosylation, c'est dur à dire. Golgi, dites-vous, il y a le O dedans, donc c'est la euglycosylation. Réticulum endoplasmique, il y a plein de N, du coup, vas-y, c'est la N-glycosylation. Toutes les protéases du Golgi fonctionnent à pH neutre car le pH ne varie pas entre les différentes saccules du Golgi. Évidemment, c'est faux. Le pH y varie. On peut passer de pH 5 à un pH 7 selon les saccules. Voilà. Le matériel transporté à partir du Golgi ne peut aller que vers la membrane plasmique, non, ça peut aussi aller vers les Golgi médians, enfin ça peut aller vers la membrane plasmique, mais ça peut aussi aller dans l'autre sens, vers les Golgi médians, 6, le réticulum endoplasmique aussi, ça va dans les deux sens, il y a le transport rétrograde et le transport antérograde. Je ne sais plus si c'est lequel, mais voilà, il y a deux transports. Les endosomes permettent le transport de molécules depuis le milieu extracellulaire vers l'intérieur de la cellule. Piège de chapeau, on parle, comme je disais, de l'appareil de Golgi. Et là, on nous parle des endosomes. Les endosomes, ça fait pas partie de l'appareil de Golgi. Mais néanmoins, l'item est vrai. Les endosomes permettent de transporter des molécules depuis le milieu extracellulaire vers l'intérieur de la cellule. Mais ici, vu que c'est appareil de Golgi, on considère ça comme faux. Même si en soi, c'est vrai, mais vu qu'on parle que, c'est un piège de chapeau, item restrictif. Du coup, voilà. Question numéro 26, il n'y a pas de question. Concernant les items suivants sur le système endomembranaire, indiquez là où les réponses exactes. La transformation d'un endosome précoce en lysosome se caractérise par une diminution progressive du pH. Le pH intracellulaire des lysosomes est égal à 7. Le flux membranaire vectoriel permanent et le flux rétrograde sont des phénomènes complémentaires.
Les mitochondries et les peroxysomes appartiennent au système endomembranaire et l'entrée de matériel dans la cellule par endocytose est le point de départ du flux rétrograde. AE, ACE, ok. C'était ACE. Du coup, la transformation d'un endosome précurseur lysosome se caractérise par la diminution progressive du pH, c'est vrai. Le pH intracellulaire des lysosomes est égal à 7, non, est égal à 5. Du coup, si vous connaissez ça, vous auriez pu répondre à celle-ci parce que endosome précoce en lysosome se caractérise par une diminution progressive du pH. Endosome, c'est un pH à peu près neutre, alors que les lysosomes, c'est un pH acide, donc ça diminue. Le flux membranal vectoriel permanent et le flux rétrograde sont des phénomènes complémentaires. Oui, parce qu'ils permettent le renouvellement permanent de la membrane plasmique. Les entrées, elles doivent compenser les sorties. Donc, le flux membranaire permanent, ça permet la sortie, et rétrograde, ça permet l'entrée. Donc, c'est des phénomènes complémentaires. Les mitochondries et les peroxysomes appartiennent au système endomembranaire. Faux, faux, faux et archi faux. C'est pas du tout le système endomembranaire. Les mitochondries et les peroxysomes, justement, ça n'appartient pas au système endomembranaire. L'entrée du matériel dans la cellule par endocytose est le point de départ du flux rétrograde. C'est vrai. Maintenant, on va passer, s'il n'y a pas de questions sur la biocell, on va passer à la biologie moléculaire. C'est bon pour tout le monde? Je vais boire un petit coup. Ça va, je vais pas trop vite. Si vous avez des explications, vraiment, j'insiste, hein, vous n'hésitez pas. Et puis, si moi-même, je ne connais pas la réponse, parce que je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas moi qui fais les QCM, et je les ai relus, mais je ne les ai pas vérifiés, enfin, je ne les ai pas rappris, j'ai vérifié si c'était juste, mais on peut toujours se tromper. Je regarderai dans la diapositive. Et s'il y a un désaccord, je regarderai dans le cours. Mais de toute façon, tous les items dont on en a parlé, là, pour l'instant, moi, j'en ai écrit 3. On va faire les vérifications de notre côté, et au moment de publier les notes, on mettra ceux auxquels on n'a pas, qu'on a annulés. J'étais à la 27. Du coup, concernant les items suivants, réponse exacte, on avance. Dans la famille des pyrimidiques, on retrouve la thymine et la cytosine. Le noyau pyrimidine a une numérotation dans le sens horaire. Les liaisons H sont puissantes et très nombreuses. Le chromatine est l'état décondensé, donc non actif de l'ADN, et donc non actif de l'ADN. La réplication est plus lente chez les eucaryotes que chez les prokaryotes. Ok, AB, CE, BE. C'était BE. Dans la famille des pyrimidines, on retrouve la cytosine, la thymidine et la cytosine. Comme j'ai dit, item restrictif, il y a aussi l'uracile. 2 petits points, c'est comme s'il n'y avait que, donc on vérifie, ou uniquement, ou seulement, c'est la même chose. On vérifie qu'il y a bien tout. Le noyau pyrimidine a une numérotation dans le sens horaire, c'est vrai. Les liaisons H sont puissantes et très nombreuses. Les liaisons H sont très nombreuses, mais justement, elles sont pas du tout puissantes. C'est les liaisons les plus faciles à casser. Et c'est justement pour ça qu'il y en a plein, parce que c'est simple à casser. Et s'il y a des problèmes au niveau de l'ADN, il y a des problèmes dans l'ADN et qu'on a besoin de réparer, au moins, on n'a pas à se casser la tête pour casser les liaisons, parce que les liaisons H, c'est super simple à casser. Le chromatine est l'état condensé et donc non actif de l'ADN. Non, c'est l'inverse, c'est l'état décondensé et donc actif de l'ADN. L'état condensé et non actif, c'est l'hétérochromatine. Donc, euchromatine décondensé actif, euchromatine condensé donc non actif. La réplication est plus lente chez les eucaryotes et chez les prokaryotes, c'est vrai. Chez les prokaryotes, c'est super rapide. Chez les eucaryotes, c'est un peu plus long. Question numéro 28. Bon, je pense que du coup, on aura le temps de répondre à des questions à la fin, vu qu'on est à 28, et du coup, il ne reste que 12 items. Je ne pensais pas que ça allait être aussi rapide. Mais d'ailleurs, si je vais trop vite, vous me le dites, j'insiste. Donc, concernant les items suivants, indiqués là où les réponses exactes, on peut continuer. Dans l'ADN, la concentration en thymine est égale à la concentration en guanine et la concentration en adénine est égale à la concentration en cytosine. Les deux chaînes de l'hélice d'ADN sont complémentaires. Les bases puriques s'associent entre elles, de même que les bases pyrimidiques, et les chaînes d'ADN sont parallèles et les chromosomes sont la forme condensée de la chromatine. BE, AB. Alors, c'était BE.
La A était fausse, c'était les concentrations égales en thymine et en adénine et guanine et cytosine. C'est simple, les concentrations égales, c'est par rapport à qui se lie entre eux. Donc logiquement, il y a autant vu que l'adénine et la thymine se lient entre elles, il y a la même concentration, et pareil pour la cytosine et la guanine. Les deux chaînes de l'hélice d'ADN sont complémentaires, c'est vrai, à apprendre par cœur 1000 fois. Les bases puriques s'associent entre elles et les bases pyrimidiques, de même que les bases pyrimidiques, c'est faux. C'est toujours une base purique avec une base pyrimidique et inversement. Les chaînes d'ADN sont parallèles, non, elles sont antiparallèles. Et les chromosomes sont la forme condensée de la chromatine, c'est vrai. Dites-vous, pour les chromosomes, si vous ne savez plus si c'est la forme condensée ou la forme décondensée, quand vous voyez un noyau en interphase, franchement, vous voyez rien. Il y a plein de, c'est comme si c'était un gros cercle, alors quand vous voyez du coup un noyau pendant la mitose, vous voyez plein de petits chromosomes. Et je sais pas, moi je me disais que en fait c'était tout petit, tout condensé. Enfin, genre quand tu regardes le noyau d'interphase, il est genre, c'est tout bizarre, il n'y a pas de structure, alors qu'au niveau des chromosomes, c'est bien condensé. Dites-vous que les chromosomes, c'est genre le truc qu'on regarde quand on fait des karyotypes. Et les karyotypes, c'est super simple à faire, genre c'est pas un gros truc à faire. Donc logiquement, c'est c'est ce qu'on voit le plus facilement. Donc c'est la forme là le plus condensée. Et voilà pour cette QCM. QCM numéro 29. Donc, item suivant, la réponse exacte, on se répète, mais au moins on ne se trompe pas, parce que moi, je peux vous dire que j'ai déjà fait l'erreur de pas regarder au final 3 minutes avant la fin, je vois quoi. Mais c'était réponse inexacte et pas exacte. Et donc là, ça fait vraiment... c'est embêtant, quoi, ça t'énerve. La réplication ne nécessite pas d'énergie. L'élongation de l'ADN se fait toujours dans le sens 3' de l'extrémité 3' à l'extrémité 5'. La polymérasation est très rapide et les deux brins sont répliqués en même temps. L'ADN polymérase 3 permet d'éliminer les amorces d'ARN. L'ADN ligase permet de lier les fragments d'Okazaki. CE, c'est oula, vous êtes sûr de vous? Eh bien, vous aviez raison, c'était bien CE. Je change ça comme ça, il n'y a pas de confusion. Voilà. Donc, la réplication ne nécessite pas d'énergie, évidemment qu'elle nécessite de l'énergie, des DNTP d'ailleurs. D'ailleurs, ça ne se met pas en grand, c'est comme ça. L'élongation d'ADN se fait toujours dans le sens 3' à 5'. Non, c'est dans le sens 5', 3', à savoir plus, plus, plus. La polymération est très rapide et les deux brins sont répliqués en même temps, c'est vrai. Les polymérases 3 permet d'éliminer les amorces d'ARN. Faux, c'est l'ADN polymérase 1 et l'ADN ligase permet de lier les fragments d'Okazaki. C'est simple, ligase, lié. CM numéro 30, les items suivants, réponse exacte, on peut commencer. Un gène est composé de séquences codantes, les introns, et de séquences non codantes, les exons, et de séquences régulatrices. Le complexe d'initiation de la transcription présente deux activités enzymatiques et les régions régulatrices 6 sont situées sur le même brin d'ADN que les gènes qui les régulent. Le promoteur de la majorité des gènes eucaryotes représente une GC-box et l'épissage consiste en l'excision des introns. Ok, on va voir ça. C'était B, C et E. Du coup, un gène est composé de séquences codantes, les introns, de séquences non codantes, des exons et de séquences régulatrices. C'est l'inverse. Séquence codante, c'est exons. Séquence non codante, c'est les introns. Pas se tromper sur ça. Le complexe d'initiation de la transcription présente deux activités enzymatiques, c'est vrai, une activité hélicase et une activité kinase. La région régulatrice 6 sont situées sur le même brin d'ADN que les gènes qui les régulent. Non. Ah si, c'est vrai, pardon, j'ai lu trop vite. Si, elles sont situées sur le même brin. Le promoteur de la majorité des gènes eucaryotes présente une GC-box. Non, c'est une Tata-box. Et l'épissage consiste en l'excision des introns. C'est vrai. Item numéro 31. Le code génétique est constitué de triplets de nucléotides. Les ribosomes sont constitués d'une petite sous-unité 40S et d'une grande sous-unité 60S qui forment un ribosome 100S.
Le code génétique est universel, ambigu et dégénéré. UAC est l'un des codons stop et la terminaison de la traduction a lieu lorsque le codon est un codon stop. J'ai mis AE, AE, BE. C'est des bien AE. Le code génétique est constitué de triplés de nucléotides. C'est vrai à apprendre plus. Les ribosomes sont constitués d'une petite unité 40S, d'une grande unité 60S. C'est faux, c'est 80S. C'est horrible ce truc, mais dites-vous qu'à chaque fois, quand moi j'avais remarqué que si j'ai des souvenirs, quand vous faites la somme des deux, en fait, il faut faire -20 et vous avez le chiffre du ribosome que ça forme. Le code génétique est universel, ambigu et dégénéré. Non, c'est universel non ambigu et dégénéré. Ça, c'est vraiment une phrase que vous devez connaître sur ce cours. C'est hyper important et ça tombe souvent. UCA est l'un des codons stop. Non, les 3 codons stop, c'est UAA, UAG et UGA. Et la terminaison de la traduction a lieu lorsque le codon est un codon stop. C'est vrai. Pour les 30, je n'ai pas compris pourquoi la A est fausse. C'était laquelle? Alors, la A est fausse parce que, en gros, un gène est composé de séquences codantes. Pour la façon dont la phrase est dite, ça veut dire que la séquence codante sont les introns et de séquences non codantes et que les séquences non codantes sont les exons. Est-ce que tu as compris comment la phrase est tournée? En soi, oui, elle est composée de séquences codantes, de séquences non codantes et de séquences régulatrices, mais vu la forme dans la case dans la phrase est faite, ça veut dire que les séquences, ça équivaut à dire que les séquences non codantes sont les introns et les séquences codantes sont les introns et les séquences non codantes sont les exons, sauf que c'est inverse. Les séquences codantes, c'est les exons et les séquences non codantes, c'est les introns. C'est juste comment la phrase est dite qui fait qu'elle est fausse. Est-ce que c'est bon pour l'item, le QCM 31? Parfait. Donc, on passe maintenant à la physiologie. On a presque fini. Concernant les items suivants sur le cœur et l'automatisme cardiaque, indiquez là où les réponses exactes. Le cœur est localisé dans le médiastin et se projette sur la deuxième côte, au 7e espace intercostal. L'artère coronaire droite se divise en 2 branches, l'artère coronaire intérieure et l'artère circonflexe. Dans le ventricule droit, la pression est basse. Le tissu électrogénique génère des phénomènes électriques spontanés et le phénomène électrique à l'origine de l'automatisme cardiaque naît dans le nœud atrioventriculaire. CD, CD, BD, BCD, ok, c'était en fait CD. Donc, A était fausse parce que le cœur, il suit bien dans le médiastin, mais il se projette de la deuxième côte au 7e espace intercostal. Ça, c'est des trucs très embêtants à savoir parce qu'on peut vite s'emmêler les pinceaux, mais c'est des informations à connaître pour le concours. Je ne vous dis pas que pour plus tard, ça va vous servir, mais c'est à savoir pour le concours. Malheureusement. Donc, la B était fausse aussi parce que c'est l'artère coronaire gauche qui se divise en l'artère coronaire antérieure et l'artère circonflexe, pas l'artère coronaire droite. Dans le ventricule droit, la pression est basse, c'est vrai. La pression est de 25 mm de mercure. Le tissu électrogénique génère des phénomènes électriques spontanés, c'est vrai. Et le phénomène électrique à l'origine de l'automatisme cardiaque naît dans le nœud atrioventriculaire, non. Il naît du nœud sinusal ou nœud sino-atrial et pas du nœud atrioventriculaire. Par contre, après, dans le nœud sinusal, il va se projeter dans le nœud atrioventriculaire, mais il naît du nœud sinusal. Item numéro 30, si on est bon. Concernant les items suivants sur le cycle et le débit cardiaque, indiquez là où les réponses exactes. L'augmentation en calcium intracellulaire provoquée par la naissance d'un potentiel d'action permet de passer d'un phénomène électrique à un phénomène mécanique, entre parenthèses, contraction cardiaque. Le cœur possède un fonctionnement cyclique et pseudo-périodique. La systole se décompose en une phase isovolumique et une phase d'éjection et représente un tiers de la durée du cycle cardiaque. Le débit cardiaque est régulé de manière hormonale par des substances sécrétées localement et le volume d'éjection systolique et la fréquence cardiaque sont des variables régulées. Ok.
A, B, C, A, C, E. On va voir ça. C'était A, B, C. Du coup, l'augmentation en calcium intracellulaire provoquée par la naissance d'un potentiel d'action permet de passer d'un phénomène électrique à un phénomène mécanique. Oui, ce qu'on appelle le couplage excitation-contraction, c'est assuré par le calcium. Petit aparté, quand vous voyez des choses entre parenthèses, faites très attention parce que des fois, l'item est juste, mais ce qui est entre parenthèses est faux. Ce que je pense souvent, ou quand on va parler, par exemple, dans l'appareil de l'innervation, on va vous dire, par exemple, je sais pas, le nerf vague, entre parenthèses, on va mettre le chiffre 11. Le nerf vague, c'est le 10 et pas le 11. Et du coup, l'item sera faux, même si en soi, c'est vrai ce qui est écrit. Ce qui est écrit entre parenthèses peut être faux et ça peut rendre un item faux. Donc, il faut bien lire ce qui est écrit entre parenthèses. Là, pour le coup, c'était vrai, mais voilà, je voulais juste vous le dire. Le cœur possède un fonctionnement cyclique et pseudo-périodique, c'est vrai. Le fonctionnement du cœur est bien cyclique, alternant systole-diastole et pseudo-périodique. La systole se décompose en une phase isovolumique et une phase d'éjection et représente un tiers de la durée du cycle cardiaque. C'est vrai, ça a été écrit mot pour mot dans le cours. Du coup, la diastole, c'est les 2 tiers du reste de la durée cardiaque. Le débit cardiaque est régulé de manière hormonale par des substances sécrétées localement. Non, il est régulé de manière hormonale par des substances sécrétées à distance par des glandes endocrines et de manière humorale par des substances sécrétées localement. Donc là, le problème, s'il y avait écrit humoral, ça aurait été vrai, mais hormonal, c'est des substances sécrétées à distance. Et le volume d'éjection systolique et la fréquence cardiaque sont des variables régulées. Non, ce sont des variables contrôlées. Pour l'item numéro 34, du coup, concernant les items suivants, sur les vaisseaux sanguins, indiquez là où les réponses exactes. Les veines possèdent des parois fines et très perméables. Les capillaires ont une paroi très épaisse et sont perméables. On parle de chaîne vasculaire lorsque le sang passe directement du canal de passage de la méta-artériole sans échange cellulaire important. Les 3 couches d'une artère de la plus externe à la plus interne sont l'adventice, la média et l'intima. La section cumulée des vaisseaux sanguins est inversement proportionnelle à leur vitesse de circulation. Alors, DE, CDE, DE, CDE. Alors, on va voir, c'était bien que DE. Alors, pour le premier, les veines possèdent des parois fines et très perméables. Elles ont des parois fines, mais elles sont imperméables. Et les capillaires, eux, ils ont des parois fines, mais c'est bien perméable. On parle de shunt vasculaire lorsque le sang passe directement du canal de passage de la méta-artérielle sans échange cellulaire important, c'est faux. C'est l'inverse. On parle de shunt vasculaire lorsque le sang passe de la méta-artérielle au canal de passage sans échange. Ah oui, pardon. Sans échange cellulaire important. Je me disais, mais c'est la même chose, mais oui, non. C'est d'abord méta-artérielle vers le canal et pas canal vers la méta-artérielle. Les 3 couches d'une artère de la plus externe à la plus interne sont adventice, média, intima. C'est vrai, à prendre par cœur fois 1000. Vérifie bien à chaque fois que quand il y a écrit de la plus interne à la plus externe, ou là il écrit la plus externe à la plus interne, que c'est dans le bon ordre. Donc là, ça c'est la plus externe et elle c'est la plus interne. La section cumulée des vaisseaux sanguins est inversement proportionnelle à leur vitesse de circulation, c'est vrai. C'est pour cela que le sang circule plus intensément dans les capillaires. Beaucoup de capillaires égale grande section cumulée égale vitesse faible, que dans les artères, peu d'artères égale faible section cumulée égale grande vitesse. C'est pour ça que quand on se coupe une artère, eh ben, le sang sort très très vite, alors que quand on se coupe le doigt, en soi, le sang ne sort pas beaucoup. Concernant les items suivants sur la physiologie digestive, indiquez là où les réponses exactes. Les nutriments sont composés d'acides aminés, d'acides gras et d'ose. Les organes qui accomplissent collectivement les processus de digestion constituent le système digestif. Le tube digestif comprend en tout la bouche, le pharynx, l'estomac, l'intestin grêle, le côlon ou gros intestin. La paroi du tube digestif est organisée en 4 couches de l'extérieur vers l'intérieur, la séreuse, la musculeuse, la muqueuse et la sous-muqueuse. La majeure partie de la surface de la lumière du tube digestif présente un grand nombre de circonvolutions. Du coup, A, B, A, E, c'était en fait un mix des deux, c'était ABE. Donc les nutriments sont bien composés d'acides aminés, d'acides gras et d'ose.
les organes qui accomplissent collectivement les processus de digestion constituent le système digestif, c'est vrai. Le tube digestif, il comprend en plus de la bouche, du pharynx, de l'estomac, de l'intestin grêle, du côlon, le rectum. Parce que le tube digestif, ça s'étend de la bouche au rectum, à l'anus. Donc, il ne faut pas l'oublier. La D était fausse aussi. La paroi du tube digestif est organisée en 4 couches de l'extérieur vers l'intérieur. Attention, comme je vous ai dit, à l'ordre des couches. Là, c'était inversé. Enfin, non, c'était pas inversé, pardon, mais c'était la séreuse, musculeuse, sous-muqueuse et muqueuse. Voilà, les deux là ont été inversés. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand il y a ce genre de choses, vérifiez bien que c'est dans le bon ordre. Et la majeure partie de la surface de la lumière du tube digestif présente un grand nombre de circonvolutions. C'est vrai, ça augmente la surface d'échange et donc d'absorption du tube digestif. Item numéro 36. Concernant la physiologie digestive, indiquez là où la réponse exacte, le péritoine est la plus grande séreuse de l'organisme. Les muscles lisses représentent 60% du tube digestif. Les muscles striés ou squelettiques sont sous la commande de la volonté. Il existe 3 types de régulation des activités digestives, la régulation nerveuse, hormonale et nutritionnelle. Pour les régions non sphinctériennes, le parasympathique a un effet plutôt inhibiteur et l'orthosympathique plutôt facilitateur. CCAB, on va voir. C'était AC. Donc le péritoine, la plus grande séreuse de l'organisme, c'est vrai, plus, il faut l'apprendre. Le muscle représente 60% du tube digestif. Non, il représente 90% du muscle digestif. Dites-vous, les muscles lisses, c'est la commande non volontaire. Et en soi, au niveau du tube digestif, à part pousser pour faire caca, tout se fait naturellement sans qu'on le sache. Donc, globalement, c'est à plus de 90% des muscles lisses, parce qu'on ne contrôle pas forcément. Il y a des parties qu'on contrôle, mais la plus grande partie du tube digestif, on ne contrôle pas. Les muscles striés ou squelettiques sont sous la commande de la volonté. Les muscles striés ou squelettiques sont bien sous la forme de la commande de la volonté. Volonté, c'est le système nerveux central. Il existe 3 types de régulation de l'activité digestive, la régulation nerveuse, hormonale et nutritionnelle. C'est faux, il y a 2 types de régulation, nerveuse et hormonale, pas nutritionnelle. Ça n'existe pas. Pour les régions non sphinctériennes, le parasympathique a un effet plutôt inhibiteur et l'orthosympathique plutôt facilitateur. C'est l'inverse. Pour les régions non sphinctériennes, le parasympathique a un effet facilitateur. Il va augmenter la motilité, stimule les sécrétions et inhibe le sphincter. Donc, ce rôle est plutôt moteur et l'orthosympathique inhibiteur car il diminue la motilité, il inhibe les sécrétions et stimule les sphincters. Du coup, c'était AB. Pour la question numéro 37, concernant les items suivants, encore sur la physiologie digestive, indiquez là où les réponses exactes. Le pharynx et l'œsophage assurent plusieurs fonctions lors de la digestion. La fonction de mastication est double, le broyage et le mélange du bol alimentaire ainsi formé par la salive. Plus de 90% des sécrétions sont assurées par des glandes salivaires principales, parotides, sous-musculaires et sublinguales. La salive a un pH acide facilitant la désintégration des aliments et la bile est sécrétée par les hépatocytes. CE, BCDE. Alors, c'était quoi? C'était BCE. Faux, le pharynx et l'œsophage n'assurent pas plusieurs fonctions lors de la digestion. Ils assurent qu'une seule fonction, celle de la propulsion, autrement dit de la déglutition. Donc en fait, quand ça bouge, c'est ça. La fonction de mastication est double, le broyage et le mélange du bol alimentaire ainsi formé par la salive. C'est vrai, texte court. Plus de 90% des sécrétions sont assurées par les glandes salivaires principales qui sont la parotide, la sous-maxillaire et la sublinguale. C'est vrai. La salive a un pH acide facilitant la désintégration des aliments. C'est vrai. Non, c'est faux, pardon. La salive a un pH neutre afin de justement tamponner l'acidité de l'estomac. Vous imaginez que si on avait un pH acide, on n'aurait pas de dents. Tout simplement. Et la bile est sécrétée par les hépatocytes. C'est vrai. Concernant, il nous reste 3 questions. Après, on pourra passer aux questions. Concernant la physiologie respiratoire, et c'est moi qui les ai fait CQCM, donc si vous avez des questions, vous pouvez me les demander. La trachée fait partie des voies aériennes supérieures. Le contrôle humoral de la bronchomotricité se fait via l'acétylcholine. La bronche principale droite est plus horizontale que la bronche principale gauche. Le système fonctionnel participe à l'oxygénation du sang et l'évacuation du CO2.
Il y a plus d'O2 dans la circulation systémique que de CO2. D et E, ok. D. AD. C'était bien que la D. La trachée fait partie des voies aériennes inférieures, pas supérieures. Et en plus de ça, regardez, j'ai fait une erreur. J'ai pas lu alors même que c'est moi qui ai fait l'AQCM, j'ai pas lu l'entête. Il y avait écrit la réponse exacte. Donc déjà, vous saviez qu'il n'y avait qu'une seule réponse exacte et donc c'est un peu plus simple. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien lire. Du coup, elle est fausse, c'est les voies inférieures. C'est la première partie des voies aériennes inférieures. Le contrôle humoral de la bronchomotricité se fait via l'acétylcholine. Non. Le contrôle humoral, il se fait via l'adrénaline et la noradrénaline. L'acétylcholine, si je dis pas de bêtises, c'est le contrôle parasympathique et pas humoral. La branche principale droite est plus horizontale que la branche principale gauche. Non, elle est plus verticale que la gauche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez été là pour le cours, mais j'avais justement dit que souvent, quand les enfants ils avaient des trucs, ça se bloque justement dans la branche principale droite, parce que c'est plus horizontal. Du coup, le trajet, il est plus simple pour l'objet de se bloquer. Le système fonctionnel participe à l'oxygénation du sang et l'évacuation du CO2. C'est vrai. Et du coup, logiquement, la E est fausse, puisqu'il n'y a qu'une réponse exacte. Il y a plus d'O2 dans la circulation systémique que de CO2. Oui, parce que la circulation systémique, elle permet de distribuer l'O2 aux organes. Et du coup, l'O2 qui est dans le sang et qui va aller dans les organes, et l'O2, il va rentrer dans les organes. Du coup, logiquement, il va y avoir moins de CO2 à la fin et il va donner un peu de CO2. Donc, il y a plus de CO2 que de O2. Concernant la physiologie respiratoire, indiquez les réponses exactes. Donc, on sait que là, il y en a plusieurs. Le métabolisme actif est une fonction respiratoire. L'argon est le gaz présent en minorité dans l'air que nous inspirons. L'hémoglobine transporte l'oxygène dans le sang. La saturation en oxygène dans le sang ne dépend pas du taux d'hémoglobine et la fréquence respiratoire à l'effort chez un adulte se situe entre 10 et 15 par minute. ACD, CD, pardon. Alors, ACDE, c'était bien ACD. Le métabolisme actif, c'est une fonction respiratoire, oui. L'argon est le gaz présent en minorité dans l'air que nous inspirons. Non, 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 non. C'est le dioxyde de carbone. Bon, je vous l'accorde, l'argon, c'est en très faible quantité, mais c'est quand même le dioxyde de carbone. Je vous ai mis les chiffres. Ils ne sont pas forcément à apprendre par cœur. Juste, il faut savoir que c'est le dioxyde de carbone qui est présent à 0,035%, alors que l'argon, il est présent à 0,9%. Le transport de l'hémoglobine transporte l'oxygène dans le sang, oui, c'est à savoir, fois 40 milliards. La saturation d'oxygène dans le sang ne dépend pas du tout d'hémoglobine, c'est vrai aussi. Et la fréquence respiratoire à l'effort chez un adulte se situe entre 10 et 15 par minute. C'est au repos où c'est 10 par 15 par minute. Dites-vous qu'à l'effort, quand vous faites du sport, vous respirez pas normalement, donc vous respirez beaucoup plus. Donc il faut faire gaffe, c'était faux parce que c'était au repos où c'est 10 et 15 par minute. Et la dernière question de cet premier examen blanc. Concernant encore la physiologie respiratoire, encore les réponses exactes. J'ai été gentille, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs réponses. Le diaphragme sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale. Lors de l'inspiration, le diaphragme se contracte et s'abaisse pour permettre l'entrée de l'air. La plèvre est composée de 2 feuillets, pariétal et viscéral. L'expiration est un phénomène passif et la régulation périphérique du rythme ventilatoire se fait via les fibres afférentes du nerf vague. ABCD, ABD, ok, ABCDE. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent tenter? Eh bien, Lies, j'espère que je le prononce bien, tu avais raison. C'était banco, comme on dit. C'était ABCDE. Le diaphragme sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale, oui. Lors de l'inspiration, le diaphragme se contracte et s'abaisse pour permettre l'entrée d'air, oui. Je m'étais trompée lors de... Je ne sais pas si vous avez été là pour le cours, mais j'avais dit que je ne sais plus ce que j'avais dit, mais c'était bien, le diaphragme se contracte et il s'abaisse et il monte. Oui, j'avais dit que quand on inspirait, le diaphragme, il monte, mais non, il s'abaisse bien. Je m'étais corrigée, mais bon, je le redis encore une fois.
le diaphragme, quand vous inspirez, il baisse. Comme ça laisse au poumon la place de s'agrandir et ça permet à l'air, grâce aux différences de pression entre la bouche et les alvéoles, de pouvoir rentrer. La plèvre est composée de 2 feuillets, pariétal et viscéral. Oui, c'est vrai. Voilà, ça à savoir. L'expiration est un phénomène passif, oui, et l'inspiration, c'est un phénomène actif. Et la régulation périphérique du rythme ventilatoire se fait via les fibres afférentes du nerf vague. Oui, c'est vrai. Et encore une fois, je l'ai bien dit, attention à bien vérifier les parenthèses. Si par exemple là, j'aurais mis ça aurait été faux. Parce que ça, le nerf vague, ce n'est pas le nerf 11. Voilà concernant la correction de ce premier examen blanc. Est-ce que vous avez des questions sur cet examen blanc ou pas? Juste avant, si vous posez des questions, vous pouvez les mettre. Mais dès que j'ai fini là, on va poster les... Enfin, non, d'abord, je vais parler des erreurs et puis après, dans l'après-midi, on va poster le sujet plus la correction sur le forum et sur le groupe Facebook si vous y êtes. Et comme ça, vous pourriez le refaire autant de fois que vous voulez. Et juste avant de répondre à ta question, non, je vais répondre à ta question. Est-ce que les questions sont du même niveau au concours Aurore? Alors, moi, j'ai trouvé les questions plus dures. Enfin, durant l'année, au fil de l'année, parce que bien sûr, là, vous ne pouvez pas savoir si c'est dur ou pas comparé aux autres. Enfin, on a quand même essayé de faire des questions simples, même si j'avoue qu'il y a des questions qui ne sont pas simples. Quand je dis simple, c'est que c'est des connaissances globales, assez générales, alors que vous allez voir au fil de l'année, ça sera des trucs plus spécifiques, plus pointilleux. Mais j'avais trouvé comme ce qu'on faisait au TAM plus compliqué que ce qui était au concours. Mais bon, le concours, il est quand même pas simple. Et oui, et avant que vous partez, ou que si vous avez des questions aussi sur la LAS, déjà, on espère que... Déjà, je vous remercie d'avoir participé. Je me suis sentie beaucoup moins seule durant cette pré-rentrée, cette visio. On espère vraiment que cette pré-rentrée, elle vous aura plu, elle vous aura aidé. Je le dis encore une fois, mais on est sincèrement désolé de tous les problèmes avec les liens qu'on a eus et même là, des quelques problèmes dans les QCM, mais c'est quelque chose de très, très gros à organiser et on n'est que 3 pour le faire. Et donc, des fois, c'est vrai qu'il y a des petits soucis techniques, mais on essaye de faire au mieux. C'était la première fois qu'on a organisé un gros événement avec le TAM durant notre mandat. On a fait les oraux blancs, mais c'était quand même plus simple. Il y avait beaucoup moins de participants que pour la pré-rentrée et il n'y avait pas ce truc de ça dure 2 semaines. Donc vraiment, on est désolé de tous les problèmes, mais on espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous aura aidé et que vous avez envie de venir au TAM parce que moi, je vous parle en connaissance de cause. Quand j'étais en LAS 1, moi, j'avais que le TAM. Et franchement, c'était largement suffisant. J'ai pas eu de problème particulier, je trouve. Euh, mais voilà quoi. Et du coup, pour qu'on puisse s'améliorer, nous avons préparé un petit questionnaire de satisfaction. Si vous voulez répondre, ça prend vraiment, mais ça prend pas très longtemps. Et nous, ça nous permet d'année en année d'avoir votre opinion sur ce que vous avez aimé, sur ce que vous auriez aimé qu'il y ait, si vous avez trouvé des problèmes et tout. Ça vous aide pour les années futures. Et en attendant, passez de bonnes fins de vacances et on se retrouve rapidement pour démarrer l'année en beauté. Et si vous ne saviez pas, cet après-midi, on organise à la fac de médecine de Marseille, à la Timone, une après-midi de cohésion. Je vous mets le petit questionnaire là, mais de toute façon, on va le redonner, on va redonner tout ça, donc on vous le mettra sur les liens et tout, donc si vous oubliez de le faire maintenant, vous n'êtes pas obligé. Mais du coup, oui, cet après-midi, de 14h à 16h, à la faculté de médecine de Marseille, on organise une après-midi de cohésion avec plusieurs activités et tout. Ça va être super sympa. Bon, moi, je ne serai pas là parce que je ne suis pas à Marseille, mais il y aura mes co-VP, il y aura pas mal de monde. Pour l'instant, on a à peu près une trentaine de participants, donc on est super contente. Mais si vous voulez venir, il n'y a pas de souci. Vous allez voir dans notre Insta, on a le lien pour s'inscrire. Après, si vous vous inscrivez pas, c'est pas grave, mais c'est juste pour qu'on ait une idée en fait, du nombre de personnes qui est. Et voilà, on a pris des activités pour se connaître. Il y aura des anciens tuteurs LAS, comme ça, vous pourrez leur poser des questions en vrai, vous pourrez nous rencontrer. Franchement, ça va être super cool. On a organisé plein de trucs, on est très contente. On sera avec des LAS 2, 3 cet après-midi. Oui, vous serez avec ceux qui viennent, mais globalement, j'ai regardé un peu qui est-ce qu'il y avait. Et il y a des LAS 2, et je ne sais pas s'il y a des LAS 3, je ne les connais pas, mais il y a des noms d'AS 2 que je connais. Et oui, il y a aussi des. Mais du coup, ce qu'on va faire, globalement, on va commencer par une présentation et tout, et puis après, on va vous séparer en 2 groupes. On va faire l'AS 1 et l'AS 2
si c'est pas trop, enfin si c'est assez égalitaire. Mais du coup, oui, vous seriez avec des LAS 2 et des LAS 3. Il y avait une question que j'ai ratée. Vous avez dit, on a besoin de basket. Non, non, vous n'avez pas besoin de basket. Enfin, on va pas faire de jeux, on va faire des jeux, mais pas faire des jeux en mode sportif. Genre, on fera du Uno, enfin, vous allez faire des Uno, peut-être du Garou, des trucs comme ça, mais pas des trucs sportifs, donc pas besoin de basket. Est-ce que pour les concours blancs se pourront sur Google Form toute l'année? Je sais pas. Pour être totalement honnête, les gros examens blancs comme ça, avec 40 questions tout le programme, je pense qu'ils vont se faire, oui, sur Google Form, mais par contre, les écuries au fil de l'année, vous pourrez les faire soit sur la plateforme, qui va bientôt les mettre en ligne, donc on vous expliquera tout en temps voulu, soit on va vous poster de toute façon à chaque fois, si vous êtes adhérent au TAM, le sujet plus la correction sur le groupe Facebook et on vous ajoutera à chaque fois. Donc, vous pourriez le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire en même temps, mais voilà, vous pouvez le faire soit en format sur la plateforme directement, où ce sera un peu comme l'Ingéform, mais vous aurez un classement et tout. Soit sur, du coup, bah, vous faites le PDF et vous corrigez vous-même, quoi. Après, vous pouvez poser vos questions sur le forum si vous avez envie. Est-ce que vous avez des questions sur la LAS en général? Franchement, si vous avez des questions, dites-le moi, je suis là, je peux répondre à des questions. Même si j'ai répondu à des questions mercredi. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me le dire. N'hésitez pas. Sinon, vous m'envoyez un message. Voilà, et j'ai mis un petit mème de The Good Place. Un téléphone qui sonne. Si vous regardez pas The Good Place, c'est trop bien, regardez-le. En plus, ça dure 20 minutes les épisodes. Ils sont trop trop bien. Voilà, petite pub The Good Place. Bah, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez partir. Si vous avez des questions, vous pouvez me le dire. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, répondez à l'enquête de satisfaction parce que vraiment, on veut vraiment essayer de s'améliorer au maximum. Et d'ailleurs, si vous ne pouvez pas venir cet après-midi, c'est pas grave. On va essayer d'organiser au maximum d'événements cette année. Donc, si vous n'êtes pas de Marseille, on va essayer de se déplacer un peu partout où il y a des LAS pour que vous puissiez vous rencontrer entre vous. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas vraiment. Je vais arrêter le partage d'écran. Bon, bah, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais mettre fin à la réunion. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à participer à la pré-rentrée. Vraiment, vraiment, on vous remercie encore une fois. Et merci d'avoir participé à chaque fois. Franchement, ça nous a fait trop plaisir. Passez de bonnes vacances et on se retrouve très bientôt pour commencer l'année LAS en beauté. Au revoir! Et cette vidéo, je vais la poster juste maintenant.